Je m'appelle Thomas Reuberg, je travaille pour l'ASBL 8 TechCare et nous travaillons dans le domaine de l'inclusion numérique. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux d'Orange et je suis avec Yannouk Mathieu pour justement introduire cette webconférence. Yannouk, merci beaucoup de nous accueillir et pourrais-tu nous dire pourquoi nous sommes chez Orange aujourd'hui ? Oui, bonjour Thomas. Oui, effectivement, on est dans les bureaux d'Orange aujourd'hui, Orange, opérateur de télécommunications. Vous connaissez l'opérateur qui fournit le meilleur de la connectivité avec des services, des produits, des réseaux fixes, des réseaux mobiles. Mais on est convaincu chez Orange que notre rôle il va au-delà de ces aspects technologiques. Et notre raison d'être, c'est de donner les clés d'un monde digital responsable à chacun et à chacune. Et du coup, ça passe par un accompagnement pour promouvoir un usage sûr et responsable du digital, et ce, dès le plus jeune âge. Alors, on a d'ailleurs un nouvel engagement qui s'appelle For Good Connections, qui se matérialise sous la forme d'une plateforme sur laquelle sont rassemblées une série d'initiatives, d'actions préventives, éducatives, pour aider les jeunes et leurs parents à avoir les bons comportements en ligne, aborder le digital de la meilleure manière possible, parce qu'on le sait, une mauvaise pratique en ligne, ça peut avoir des conséquences graves. Et ça peut mener à des problèmes d'anxiété, de dépression, des problèmes relationnels, de l'isolement social, du cyberharcèlement. Enfin voilà, il y a une série de problèmes possibles. L'idée, c'est sur cette plateforme de mettre en lumière des projets qu'on lance en partenariat avec des ASBL pour justement un usage responsable du digital. C'est un peu ça l'idée. Mais je ne sais pas si c'est peut-être un peu abstrait. C'est clair en tout cas jusqu'à présent. Ce serait intéressant que tu développes un petit peu les questions des partenariats. Oui. Orange ne peut pas porter tout ça tout seul. Et quel type de projet vous mettez en place ? Ok. En fait, on a des partenariats donc, avec des ASBL. C'est essentiellement des projets d'éducation et de support. Par exemple, avec la ASBL TADA, tout comme Atelier de l'avenir, on sensibilise des jeunes socialement vulnérables aux bonnes pratiques du digital de manière ludique via un escape game. Ça, c'est un premier projet. Autre projet avec la ASBL Code and Play. Là, on va animer des ateliers dans les écoles primaires pour donner quelques rudiments de code aux jeunes, ce qui va leur permettre d'arriver à faire se déplacer, agir, un robot miniature dans la classe. Et en dehors de l'aspect ludique de l'apprentissage, l'idée c'est d'aborder ici la question du rapport entre l'intelligence humaine et la technologie. Donc voilà, autre projet. Et alors je vais encore juste parler d'un projet tout récent, c'est avec la ASBL Sors de ta bulle. Là, on est en train de mettre sur pied des conférences-débats dans les écoles secondaires cette fois, pour sensibiliser les jeunes à la question du cyberharcèlement et des moyens d'y faire face. Donc ça, c'est un peu le type de projet qu'on va supporter en partenariat avec des ASBL. Et en fait, ce qu'on fait ici avec vous, avec 8 TechCare aujourd'hui, c'est aussi un exemple typiquement de projet d'éducation. Et en fait, on a une mission commune, vous, 8 TechCare, et nous, Orange, qui est de renforcer l'inclusion digitale et de donner les moyens à tous et toutes d'aborder le digital de manière positive. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir les experts qui vont suivre pour aborder cette question de l'e-parentalité. Et je pense qu'on va aborder la question des enjeux, des limites, des aspects positifs, négatifs de l'impact du digital sur la parentalité. Et c'est vrai qu'au lendemain de la rentrée scolaire, là c'est encore tout frais, on se rend compte que c'est pas toujours simple d'être parent déjà, et à l'ère du digital encore moins. Et du coup, on espère vraiment que
que chaque parent pourra repartir au terme de la conférence avec quelques idées concrètes pour un digital plus sûr, plus responsable. Merci beaucoup Yannouk. Alors vous l'aurez entendu, on est là aujourd'hui justement dans les bureaux d'Orange et merci beaucoup à Orange de nous inviter sur ce plateau, de pouvoir donner vie à cette webconférence. On a, comme tu l'as très bien dit, invité des experts pour parler de la parentalité numérique et donc nous allons maintenant pouvoir commencer cette table ronde et je te remercie encore beaucoup Yannouk pour cette introduction et donc dans un instant nous allons démarrer la table ronde avec nos experts. À tout de suite. Rebonjour tout le monde et comme vous le voyez, je suis maintenant accompagné de 3 autres personnes. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour cette webconférence. Je suis entouré d'Aline Durieux qui est anthropologue numérique, qui est aussi fondatrice de Citizen. Merci beaucoup d'être là. Je suis aussi à ma gauche avec Sylvie Anzalone qui est porte-parole de l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance, et de Maurice Johnson Kanyanga qui est psychologue, spécialiste de beaucoup de choses, notamment de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Tout un programme. Merci beaucoup à tous les 3 d'être là. Et alors, pour introduire la webconférence, je vais vous poser une première question. Comme il s'agit de la rentrée scolaire et que forcément, il y a beaucoup de parents qui vivent la rentrée scolaire, il y a un changement assez important cette année, c'est qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, 373 écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ont interdit l'usage du smartphone à usage récréatif. À tour de rôle, et je vais commencer avec Aline, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Je trouve que c'est une bonne décision. Voilà, à titre tout à fait personnel, je trouve que l'école est un lieu où les jeunes ont l'occasion de partager des moments ensemble, en présentiel, de communiquer ailleurs que via les réseaux sociaux, etc. Et du coup, permettre à tous ces jeunes de ne pas avoir ce téléphone avec eux dans la cour de récréation, dans les couloirs, etc., est une bonne chose. Après, j'aime aussi le côté interdiction récréative, puisque le téléphone peut rester un objet très intéressant au niveau pédagogique. Merci beaucoup. Même question pour Sylvie, du coup. Bien, alors du coup, c'est une question vraiment intéressante. L'interdiction en tant que telle, elle peut être intéressante si les enfants et les jeunes, les ados, comprennent le sens de cette interdiction. S'ils ne la comprennent pas, elle ne va servir à rien et ils vont essayer de la détourner. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour le corps professoral d'en discuter en fait en classe et de voir l'interdiction, le pourquoi, le comment, mais aussi s'il n'y a pas nécessairement d'interdiction, parce que toutes les écoles ne le font pas, de voir quelles sont les limites que l'on va mettre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être sorcier pour se dire que si on veut apprendre une matière, si on veut être concentré, le fait d'avoir un téléphone à côté de soi qui sonne, fait des petites vibrations, etc., ça distrait. Et donc, on ne peut pas se concentrer sur une matière, la recevoir pleinement, si on est tout le temps distrait. Donc, ça peut être vraiment intéressant de se dire, mais quel est le contenu de ce que je fais sur ce téléphone? Et comme pour tout, en fait, il n'y a pas que les écrans, il n'y a pas que le téléphone, mais est-ce que tout est faisable partout? Eh bien non. L'école, c'est un lieu où on fait peut-être autre chose que de répondre à son téléphone. Merci beaucoup. Moi, je vais peut-être un peu nuancer ma réponse. Bon, d'abord, dans la mesure où c'est simplement une proposition, c'est à l'état de proposition aujourd'hui, donc l'interdiction, elle n'est pas encore complètement effective. C'est vrai que le téléphone pose pas mal de soucis au sein des écoles, notamment parce que c'est un outil qui finalement est capable de perturber les cours, tout simplement, de déconcentrer les élèves, sans parler évidemment de toutes les problématiques qui sont liées au harcèlement et en particulier au cyberharcèlement. Je pense aussi que ça peut être intéressant d'un point de vue égalité entre les élèves, parce qu'ils ne sont pas nécessairement tous logés à la même enseigne quand on parle de technologie, simplement parce qu'il y a des disparités dans le matériel, dans les appareils, avec ceux qui ont la chance de posséder des
des appareils de dernier cri, parfois onéreux, et puis ceux qui ont peut-être moins de moyens et donc moins accès à la technologie. Donc évidemment, on peut y voir une série d'avantages. D'un autre côté, bon, l'interdiction me chiffonne un peu parce que je pense que d'une part, l'école a un rôle d'éducation aux nouvelles technologies. Je pense que quelque part, l'école risque aussi de se priver, parce que c'est vrai qu'on parle de l'aspect ludique ou récréatif du téléphone, mais je pense que quelque part, en l'interdisant, ou en tout cas en venant avec un slogan comme tel, on risque peut-être de se priver d'un outil pédagogique intéressant. Quelque part aussi, je pense que l'école a un rôle d'éducation au numérique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les technologies sont présentes dans notre monde et il faut apprendre à s'en servir, justement, à en avoir une utilisation raisonnable et intelligente, et ça passe par l'école, puisqu'il y a une mission éducative derrière tout ça. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui doit être discuté, qui doit être réfléchi. Il y a des arguments intéressants, mais je pense qu'il faut peut-être trouver un juste milieu et ne pas nécessairement insister sur cet aspect interdiction, mais plutôt sur cette volonté éducative qui est bien plus intéressante. J'entends tout à fait. Merci beaucoup pour vos 3 réponses, très complémentaires. Interdire pour interdire, ça n'a pas de sens, c'est mal compris, c'est mal vécu, et on va trouver des subterfuges pour justement quand même contourner cette fameuse interdiction. Maintenant, cette interdiction ou cette proposition d'interdiction à usage récréatif ne sort pas de nulle part. On le rencontre, il suffit de regarder à la maison, il suffit de voir quand on est dans les transports publics ou même sur la cour de récré. Tout le monde a un smartphone en poche et on passe beaucoup de temps, et nous-mêmes en tant qu'adultes aussi, derrière un écran, smartphone, ordinateur, télévision. Du coup, peut-être question pour Aline, est-ce qu'il y a une évolution qui est apparue récemment? Est-ce qu'on pourrait mettre la faute sur, par exemple, la crise sanitaire Covid, où il y a eu un télétravail, un confinement forcé qui aurait justement renforcé cette tendance? Est-ce que ça pourrait être une partie ou même entièrement la cause? Alors, il me semble que le fait que lors du Covid, les jeunes aient dû faire école à la maison et normaliser déjà d'une part le fait que chacun ait la possibilité et le droit, entre guillemets, le devoir d'avoir en tout cas un écran sur lequel ils puissent travailler, faire ses devoirs, suivre sa scolarité. Et puis ensuite, ça a aussi justifié, entre guillemets, le temps passé en ligne. Créant, du coup, cette problématique du temps d'écran qui serait probablement arrivée de toute façon, puisqu'il y a de plus en plus d'applications, de jeux, de vidéo streaming, etc., qui sont super amusantes, intéressantes pour les jeunes, que ce soit éducatif, ludique, informatif, etc. Mais du coup, ce passage de l'école à la maison a probablement normalisé tout ça, mettant en place pour les parents des difficultés à gérer ce temps d'écran, à comprendre et à pouvoir connaître, savoir, surveiller les contenus qui sont consommés par leurs enfants, par les jeunes. Alors oui, le confinement, et merci de nous l'avoir rappelé, a forcé beaucoup d'usages numériques, alors qu'avant, on ne l'utilisait pas de la même manière, ou en tout cas pas aussi intensément. Maintenant, l'art est de comprendre dans quelle mesure, justement, et de faire son propre examen, son propre bilan de consommation numérique. Maintenant, question pour Maurice. Et on en a parlé déjà en amont de cette webconférence. Quels sont les effets qu'on voit chez les enfants, chez les adolescents, ou même les jeunes adultes, justement, de cette consommation, et j'irais même jusqu'à dire cette surconsommation du numérique et au sens large du temps d'écran? Mais écoutez, il y a un débat de fond en soi, parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a parfois une consommation excessive. Je dirais que pour cadrer un peu ou pour donner un point de repère, on considère que des jeunes de 14 à 16 ans devraient utiliser idéalement leur téléphone sur une durée qui va entre 2 et 3 heures par jour. On constate qu'en moyenne, le temps d'écran pour cette même tranche est entre 4 et 5 heures. Et bien sûr, on fait souvent face à des jeunes, moi je rencontre dans ma pratique,
des jeunes qui ont des consommations assez interpellantes, donc qui dépassent les 8 heures, qui dépassent finalement une journée d'activité ordinaire, et parfois ça peut même représenter le double, voire au-delà. Je travaille avec des jeunes qui ont des temps d'écran qui dépassent les 16 et qui peuvent monter jusqu'à 20 heures. Et donc on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une addiction derrière tout ça. Et bon, alors là, il y a différentes positions, dans le sens où le terme addiction, quelque part, c'est un terme médical et qui traduit une pathologie avec justement un produit qui est en relation. Et ici, dans le cadre de l'utilisation de technologies ou d'un smartphone, tout simplement, il n'y a pas nécessairement d'ingestion, d'absorption de produits quelconques, mais ce qu'on constate, c'est que les symptômes et les conséquences sont très similaires finalement à quantité d'addictions qui existent déjà. Et quels seraient ces symptômes, justement, pour en citer quelques-uns ? Alors, c'est pas toujours évident à les identifier, mais je dirais que le premier, c'est simplement le temps qui est consacré, donc le temps d'écran, le temps qui est passé sur un écran, c'est quelque part le premier signal d'alarme. Sinon, je dirais simplement la question des humeurs qui peuvent être changeantes. Un jeune, justement, qui est accro à l'utilisation de son téléphone, eh bien, quand il en est privé, il va développer certains symptômes qui vont du stress à l'anxiété ou parfois simplement une agressivité. Ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur le sommeil. C'est d'ailleurs même souvent le premier poste qui est concerné et qui est touché. On peut aussi se pencher, parce que j'ai un petit souci avec mon micro, on peut se pencher sur certains comportements, aussi des changements d'humeur qui peuvent aussi être fréquents. Donc, je dirais qu'en tant que parent, c'est important quelque part d'avoir un œil sur le temps d'utilisation et sur la manière dont les technologies sont utilisées. On va pouvoir y revenir. Temps d'écran, premier indice, saute d'humeur, impact sur le sommeil et moins de sommeil dont peut découler aussi... Bien évidemment une baisse ou un recul des performances scolaires, tout simplement. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, question pour Sylvie. En tant que représentante de l'ONR, quels sont justement dans un contexte scolaire, je reviens à cet élément-là quand même qui nous occupe aujourd'hui, on est toujours en septembre, quels seraient les conseils que vous pourriez comme ça de prime abord donner aux parents pour la rentrée ? Alors les conseils, c'est vraiment un grand mot. C'est sûr qu'à l'Office de la naissance et de l'enfance, il y a une cellule qui s'est ouverte, pas rien que par rapport aux écrans bien entendu, mais en tout cas c'est une question intéressante sur la santé mentale et des conséquences sur la santé mentale que ça peut avoir, comme disait Maurice, toute addiction. Il n'y a pas bien entendu que les écrans. Je pense important, et c'est aussi pour rebondir à ce que Maurice disait, puisqu'il s'agit quand même d'une discussion fluide et intéressante, c'est que le parent peut s'inquiéter quand il y a un certain équilibre qui est rompu dans les activités de l'enfant. Et donc, c'est vrai que l'impact sur le sommeil, il est parfois très grand. Lorsque l'enfant est tellement sollicité, a tellement envie, par curiosité tout à fait naturelle, d'aller sur son téléphone, tout comme les adultes d'ailleurs, mais le fait qu'il dorme par exemple avec son téléphone et qu'il y passe un long moment, la nuit, fait que le matin c'est compliqué par exemple pour se lever, et donc il peut y avoir une rupture d'équilibre dans je ne sais pas me lever, je n'ai pas d'appétit, je n'ai pas envie de faire des activités qu'auparavant j'aimais. Ça peut être un sport, ça peut être la musique, enfin voilà, plein d'autres activités. Je n'ai pas envie de passer du temps en famille parce qu'en fait, mon téléphone, c'est devenu presque ma famille, c'est l'interconnexion. Et ce que je trouve vraiment intéressant peut-être de discuter avec le parent, c'est qu'il doit s'intéresser, le parent, à ce que vit l'enfant. C'est-à-dire avoir une vraie écoute compréhensive, une curiosité sur ce que vit l'enfant. Et parfois, l'adulte, lui aussi, il est sur son téléphone, mais pas avec les mêmes contenus, on est bien d'accord. Et il se sent démuni parce qu'il se dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, ce que fait ce jeune sur son téléphone. Et c'est vraiment important. Je ne tiens pas bien mon micro. Si, ça va. Et donc, c'est important que le parent, l'adulte, se rende compte de ce que vit l'enfant. Et par rapport à ça, il y a un auteur que je trouve intéressant qui travaille au Crisam, qui s'appelle Pascal Minotte, et qui nous dit que parfois on fait une différenciation entre la réalité et le virtuel.
Or, faire ça, c'est quelque part ne pas très bien comprendre ce que vit l'enfant, parce que il vaut mieux faire la distinction entre la réalité et la fiction, ou une information vraie, une information fausse, et même d'en discuter avec l'enfant pour qu'il ait un esprit critique aussi sur ce qu'il reçoit comme information. Mais dans tous les cas, il faut quand même bien se dire que le jeune, l'enfant qui est connecté avec ses amis, H24, c'est une réalité. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du virtuel. Et ça, c'est important de se rappeler pour l'adulte que ce que l'enfant vit là, avec son téléphone, fait partie de son réel et aura un impact sur sa personnalité. On en parlait aussi justement dans le... on en parlait juste avant, c'est justement, et tu en parlais, ce qu'on appelle fear of missing out, c'est justement de rater une partie de la vie qui se passe en ligne, priver les jeunes du numérique et des réseaux sociaux, etc. C'est aussi les exclure de toute une sphère numérique qui est pourtant bien réel, et on voit que ça a des répercussions dans les interactions sociales, parce qu'on rate une invitation, on n'est pas au courant je n'ai pas vu la vidéo, t'as vu la publication de machin chouette, et donc ça c'est en tout cas pour des jeunes qui n'ont pas le recul comme on pourrait l'avoir nous en tant qu'adultes, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et alors j'ai appris aussi quelque chose, c'est le joy of missing out, et ça, en tant qu'adulte, c'est le plaisir de se dire, mais en fait, s'ils ont besoin de moi, on m'appelle sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'être connecté H24 et faire une photo de chaque plat, petit déjeuner, lunch et souper, pour que le monde entier sache ce que je mange. Maintenant, je vous retourne la question. On va parler de cyberharcèlement, un petit peu des dangers. Je rassure aussi tout le monde qui nous regarde, on va parler des bonnes choses, des bienfaits du numérique. Mais d'abord, je serais intéressé d'entendre vos avis sur une chose qui vous inquiète par rapport au numérique et justement ce que dans vos métiers respectifs, vous observez comme attitude ou comme fait le plus problématique. Et je vais commencer avec toi, Maurice. Eh bien, s'il faut parler de ce qui est préoccupant, j'aurais beaucoup de mal à choisir. Je vous dirais simplement qu'en tant que spécialiste du comportement, ce que j'observe, c'est que justement, les technologies numériques ont un impact sur le comportement. Vous venez de parler de ce fameux phénomène de la peur de manquer de contenu, tout simplement, la peur de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Eh bien, il faut savoir que les technologies numériques, finalement, nous inscrivent dans une temporalité assez particulière. C'est quelque chose qui se vit dans l'immédiateté. On le voit simplement, je prendrais l'exemple des stories finalement qui ont une durée de vie de 24 heures maximum et qui quelque part exigent, si on veut pouvoir les consulter et les consommer, de se rendre sur la plateforme correspondante. Donc il y a cette espèce d'instantanéité et d'immédiateté qui finalement a des conséquences sur beaucoup de comportements. On constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent relativement impatients et parfois pour des choses très anodines. Vous pouvez souvent des parents constatent qu'un enfant peut poser une question plusieurs fois dans un laps de temps très court ou simplement interpeller son parent. L'enfant qui interpelle sa maman, 3 secondes après, maman, sans qu'il y ait même le temps pour la maman en question de pouvoir réaliser qu'elle est interpellée par son propre enfant. Donc il y a ça, je dirais, qui est préoccupant. Après, il y a évidemment le rapport qu'on a au numérique, tout simplement. Il y a, si vous voulez, à la fois une matérialisation et une surconsommation qui en découle, et alors une virtualisation du rapport qu'on peut avoir au monde. Pour beaucoup de jeunes, le numérique reste finalement le référentiel absolu. Et donc évidemment, ça peut avoir des conséquences dans la manière dont on considère les choses, ça peut influencer les idées. Je pourrais vous parler aussi évidemment de toutes les conséquences que ça peut avoir sur le développement cognitif et sur le développement du cerveau. Je pourrais, et ça à titre personnel, je trouve que c'est vraiment la chose la plus préoccupante, c'est le rapport qu'ont les très jeunes enfants, donc des enfants qui ont moins de 5 ans, le rapport qu'ils ont à l'écran, parce que là, sur le terrain, eh bien, je constate des conséquences assez préoccupantes, comme simplement des retards de développement
développement, des retards de langage, où je reçois dans mon cabinet des enfants de 3 ans qui ont encore beaucoup de mal à former des mots, qui ont du mal à rentrer en interaction, tout simplement. Et je prends souvent un petit exemple assez simple. Thomas, je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin, mais on va considérer que vous avez pris au moins une orange. C'était un yaourt, mais... Bon, eh bien, ça, on peut le faire aussi. Imaginez qu'aujourd'hui, certains enfants découvrent ce que c'est un yaourt à travers un écran. Ça veut dire par là qu'ils n'ont pas la possibilité de toucher, et certainement pas de goûter ce yaourt, ni même de le sentir. Et donc là, il y a un développement, tout simplement, qui est entravé par l'aspect de l'écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point particulier qui me préoccupe. Effectivement, il existe beaucoup de livres justement pour jeunes, où on a des petites parties avec de la fourrure, des petites parties avec de l'aluminium, et justement découvrir les différents sens. Sur un smartphone, c'est beaucoup plus difficile, je l'entends bien. Découvrir ce qu'est une orange à travers un smartphone, à part l'image, c'est... Voilà, quelle taille est-ce que ça a? Oui, je vous dirais simplement que le fait d'utiliser un smartphone et donc d'avoir un geste digital sur l'écran, pour le cerveau, c'est toujours le même type d'opération. Même si, évidemment, on navigue dans différents types de contenus et différents types d'interfaces, mais le geste fait que c'est toujours le même. Et on est souvent impressionné d'ailleurs de voir de très jeunes enfants qui sont assez à l'aise dans la manipulation même de l'écran. Tout à fait, merci. Alors peut-être pour continuer le tour de table, une préoccupation au sein de l'ONE ou à titre personnel même? Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être je vais essayer de condenser mon propos, mais pour rebondir sur l'idée de pas d'écran avant, on entend ça, pas d'écran avant 3 ans. C'est pas évident de pas d'écran avant 3 ans, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, le tout petit, le bébé, sa manière à lui de s'exprimer, évidemment, ça va pas être des mots. Ça va être le regard et ça va être tout ce qui concerne la motricité. Il attend en face de lui un adulte qui va lui répondre, qui va faire écho à ça. Si l'adulte regarde lui-même un écran, et ça pose la question aussi de la disponibilité du parent, sans jugement aucun, parce que ça peut être aussi un refuge, ça peut être aussi un moment à soi, le temps d'écran pour l'adulte, évidemment. Mais si le petit ne reçoit pas le regard, ou en tout cas une réponse en écho à sa demande, qu'il exprime comme il le peut, il va être forcé à être une espèce de passivité négative et obligé. Donc, c'est un petit peu difficile pour lui de pouvoir rentrer en relation. Et comme le disait Maurice, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Des enfants qui, à 2 ans, ne parlent pas du tout, ou des enfants qui, plus tard, 5 ans ou 6 ans, ont un retard de langage énorme. Et aussi une motricité, la motricité fine, qu'ils n'ont pas nécessairement parce que les téléphones font qu'on n'emboîte pas, on ne joue pas de la même manière que lorsqu'on n'en a pas. Donc, c'est important de rappeler que les écrans, chez les tout-petits, c'est pas du tout adéquat en fait, c'est pas du tout adapté. Et puis par la suite, on va faire attention au temps d'écran, mais on parlait de cyberharcèlement, etc. Et la meilleure protection, en tout cas, et je pense que c'est pour beaucoup de choses, et au niveau de l'Office, c'est ce qu'on recommande aussi, c'est la protection par l'enfant lui-même. C'est que lui-même puisse comprendre, et on le disait tout à l'heure, le sens des limites, parce que l'interdiction et les limites, c'est pas la même chose, et on a tous besoin de limites pour le vivre ensemble. Ça, c'est important de le rappeler. Et donc, un enfant, par exemple, avec qui on va discuter, il va très bien comprendre que si il joue jusqu'à 3 heures du matin sur son téléphone, il va pas être en forme. Et un enfant, il n'a pas envie, en fait, d'être fatigué et de pas savoir se lever, etc. Et donc, le fait d'avoir soi-même cette autorégulation qu'on apprend, et je pense qu'on parlait d'écoute compréhensive par l'adulte tout à l'heure, c'est important, mais aussi, une fois qu'on a posé des limites et qu'on sait quel est le projet familial qu'on souhaite, donc ça veut dire quel est chez moi, dans ma maison, les valeurs que je souhaite transmettre, est-ce qu'on va prendre l'écran pour manger ou pas, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien avec ces écrans? Une fois que ça s'est posé, il va falloir faire confiance. Et donc le contrôle, c'est super intéressant évidemment, et je pense que l'adulte, il est quand même responsable aussi de mettre un environnement et un cadre sécure chez les enfants. Et donc quand on pense cyberharcèlement, etc., c'est aussi faire attention aux images que l'enfant reçoit tous azimuts, et qui sont parfois des images qui laissent des traces assez conséquentes et difficiles parce qu'elles ne peuvent pas les gérer, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas le développement, la connaissance pour pouvoir le faire. Il faut que l'adulte puisse tenir compte évidemment de ça.
Mais vraiment, ce temps de discussion, ce temps partagé autour de l'écran, de mettre des mots sur ce qu'on voit ensemble, c'est une manière vraiment de protéger l'enfant, puisque lui-même va faire sienne, si vous voulez, ces autoprotections-là. Et il fera preuve petit à petit d'esprit critique. Merci. Et alors, même question pour toi, Aline. Un élément préoccupant pour toi en ce qui concerne l'usage du numérique dans un contexte familial ou plus particulièrement chez les enfants? Alors pareil, il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, je rejoins à 100% ce que tu viens de dire. La parentalité numérique, en fait, elle commence en même temps que la parentalité, avec cette question d'exemplarité, de congruence que le parent dit à son enfant de faire, il faut qu'il le fasse lui-même aussi. Alors, c'est pas parce qu'un enfant n'a pas encore accès à un écran que on ne doit pas déjà faire attention à son comportement, que ce soit le sharenting, par exemple. Donc le sharenting, c'est le fait de poster des photos de son enfant, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce que je le fais? Est-ce que j'en parle avec mon enfant? Est-ce que s'il est en capacité de donner son accord, je le fais, etc. Le fait de ne pas avoir son téléphone à table, enfin, toutes des petites choses, en fait, où le parent montre l'exemple pour que l'enfant apprenne petit à petit, en fait, à avoir un bon usage de ces écrans. Les écrans, ça englobe beaucoup de choses. Et sinon, un autre point, si tu me permets, qui pour moi est hyper important, c'est que souvent les parents vont se braquer sur le temps d'écran, alors qu'en fait les contenus consommés sont hyper important. On peut passer 1h30 à regarder un documentaire fantastique et avoir 3 secondes d'images ultra trash qui vont traumatiser un enfant. Donc, au-delà du temps d'écran, c'est que fait mon enfant quand il est en ligne. Et du coup, comme tu disais, et comme tu disais aussi, il y a toute cette question du dialogue, de la curiosité, de l'accompagnement de l'enfant dans ses pratiques numériques. Merci beaucoup. Alors, ça me permet de passer à une question. Répondez en 2 mots. Contrôle parental ou conversation parentale? Chacun votre tour, l'un ou l'autre. En un mot, c'était efficace. Complémentarité, très bien. Sylvie? Oui, mais c'est surtout pas antinomique, hein, et c'est super important de mettre des outils qui permettent, et d'en discuter avec l'enfant, hein, qui permettent le contrôle, hein, ton mot de passe, des choses comme ça, c'est intéressant. Je comprends. Donc, discuter du contrôle, la discussion autour du contrôle, très bien. Et de l'accompagnement. Et de l'accompagnement, très bien, merci. Eh bien, puisqu'il faut choisir 2 mots, moi je dirais intervalle et temporalité, dans le sens où le juste milieu se trouve entre les deux. Et quand je dis temporalité, eh bien, évidemment, avec de jeunes enfants, et quand je pense à de jeunes enfants, c'est autour de 11-12 ans, où là, vraiment, le smartphone devient quelque chose de très concret dans la vie du jeune. C'est justement d'axer peut-être les choses un peu plus sur le contrôle, et puis pour basculer progressivement vers la discussion, parce que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le smartphone, c'est un objet qui est éminemment personnel. Et donc au fur et à mesure qu'un jeune va avancer en âge, l'objet va devenir de plus en plus intime et le parent va perdre justement cette notion de contrôle. Donc c'est très important de maintenir le dialogue, cet échange et cette confiance. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces 2 mots. Oui, par rapport à la temporalité, de nouveau, je te rejoins. Je dirais que le contrôle parental peut déjà se mettre encore plus tôt dans tout ce qui est jeux, aussi jeux vidéo, les premières recherches sur Internet qu'on va devoir faire vers l'âge de 8-9 ans, etc. Toujours accompagné du dialogue, sans oublier un point essentiel, et surtout quand les enfants commencent à avoir leur propre smartphone, c'est que c'est super facile à dévier. Et donc souvent, un parent va avoir l'impression de tout maîtriser, de tout contrôler, que son enfant est en sécurité parce qu'il a mis un contrôle parental, alors qu'en fait, on fait 2-3 recherches sur Internet et on sait comment passer à côté. Et puis de toute façon, il n'y a pas qu'un seul téléphone, il y a celui des copains, celui des grands-parents, il y a la tablette, où on a peut-être oublié le contrôle. Enfin voilà. Contrôle, c'est bien. Discussion et contrôle, c'est mieux. Effectivement, les 2 ont leur mérite, mais ont aussi
tout seuls leurs limites. Peut-être pour expliquer pour tout le monde ce qu'est le contrôle parental et ce qu'on entend par conversation parentale. Le contrôle parental, ce sont toutes les mises en œuvre, toutes les stratégies, tous les paramètres qu'on va changer pour justement limiter certains usages. Alors, on peut bloquer certains sites, on peut n'autoriser que d'autres. Et donc, il existe, par exemple, et c'est un exemple parmi beaucoup, YouTube Kids. Et donc, que l'enfant ne puisse aller que sur YouTube Kids, avec des contenus qui sont contrôlés. Et il y a là une modération beaucoup plus sévère sur les contenus versus le YouTube classique sur lequel on trouve plein de choses. Donc ça, c'est, disons, pour le contrôle parental, des restrictions qu'on met. On verrouille l'écran à distance, on limite le temps, et une fois les 60 minutes écoulées, le téléphone ou l'ordinateur se verrouille. Ça, c'est le contrôle strict. Maintenant, il y a la conversation, ça c'est la discussion, c'est le rapport avec le parent, c'est de savoir comment, justement, j'aborde le sujet. Ce qu'on entend régulièrement aussi, c'est de jouer avec l'enfant, c'est de passer du temps en ligne avec l'enfant. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est difficile pour les parents déjà de prendre le temps de le faire, d'y trouver un intérêt. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose, ne fût-ce que pour avoir une petite idée de ce que fait l'enfant. Alors, pour les plus jeunes, ça va être s'asseoir 5 minutes à côté de lui pour regarder le dessin animé qu'il est en train de regarder. Et pour les plus grands, par exemple, c'est une chose que je dis souvent lors des consultations, c'est paramétrer les réseaux sociaux avec vos enfants. Ça va vous permettre de voir tous les enjeux que ces différents réseaux sociaux ont, en fait. Ça permet de comprendre qu'en fait, on peut mettre un compte en privé ou en public, qu'on peut choisir qui nous contacte ou ne peut pas nous contacter. Qui peut nous rajouter dans des groupes de conversation, voilà. Et en fait, le parent n'a aucune idée de comment fonctionnent ces applications. C'est plus de notre génération entre guillemets. Mais le nombre de parents qui viennent me dire en me disant, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait la géolocalisation sur Snapchat. Voilà, maintenant ils le savent parce qu'ils l'ont paramétré, et donc ils savent qu'en fait il faut peut-être aller creuser un petit peu plus. Et puis ça permet aussi de bien de cadrer et potentiellement d'éviter du cyberharcèlement aussi, puisque pour moi les paramètres sont la première protection pour l'enfant. C'est comme les volets et la serrure sur une maison, quoi. Merci, je me tourne pour vous poser la même question. Passer du temps d'écran, temps ensemble en ligne, que ce soit sur smartphone, tablette, télévision, jeux vidéo même, ensemble, qu'en pensez-vous ? Alors, écran partagé, c'est tout à fait chouette, parce que c'est partagé, parce que l'être humain est un être de parole, et que donc discuter, et ça aussi, ça peut faire partie d'une règle. On regarde un film ensemble, est-ce qu'on a le droit de commenter ce film ? Ça peut être très très chouette. Il y a des images qui ne sont pas toujours évidentes pour les jeunes. Et est-ce qu'on peut en discuter ? Est-ce qu'on peut choisir le programme ensemble ? Est-ce qu'on peut jouer à un jeu et on trouve un compromis pour qu'on y trouve un intérêt chacun ? Et moi, ce que je trouve intéressant aussi de rappeler ici, c'est que parfois des parents se disent « c'est vraiment pas pour moi, je n'aime pas, je n'y comprends rien ». Et donc, on laisse un peu tomber. On abandonne un peu. Ça peut être important pour l'enfant, justement, et en tant que parent, dire « je n'aime pas ce jeu, je n'y vois pas l'utilité ». Par contre, l'enfant y voit l'utilité, et donc on rate quand même une grande partie de sa vie. Et voilà, et tu me sors les mots. Et donc, ça veut dire que c'est l'occasion et de discuter de ce qui m'intéresse, de ce qui ne m'intéresse pas, peut-être même d'un sujet tabou qu'on n'avait jamais abordé, d'une émotion que l'enfant ne s'était pas encore permis de manifester en famille. Donc, il y a quand même des portes d'entrée super intéressantes. Et il faut toujours se dire que le parent n'est peut-être pas expert des nouvelles technologies, mais il est expert de son enfant. J'aime beaucoup cette expression. Et donc, c'est lui qui est le premier observateur. Quand je dis le parent, c'est famille élargie. Ça peut être le professionnel aussi, qui a l'enfant en crèche, qui est l'instituteur. Enfin bon, voilà. Toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant connaissent l'enfant. Ils connaissent un peu ses émotions, ses réactions, ce qui peut le blesser ou pas, etc. Et donc, les écrans peuvent être une très chouette occasion d'aborder des sujets et des émotions, des sentiments qu'on n'aurait peut-être pas abordés autrement.
Merci beaucoup. Maurice, même question. Passer du temps ensemble avec son enfant ou ses enfants sur le numérique, qu'en penses-tu ? Mais pour compléter ce qui a déjà été dit, je dirais que c'est une démarche très pertinente parce que ça permet déjà au moins de donner une attention à ce qui est... à ce qui concerne finalement l'enfant et ses sources d'intérêt, ses centres d'intérêt tout simplement. Et puis ça permet bien sûr d'installer ce dialogue parce qu'alors on peut avoir un sujet sur lequel on peut discuter. Et puis ça permet aussi d'instaurer cette confiance qui est nécessaire parce que, on a parlé de contrôle parental, on a parlé de conversation. Eh bien, à un moment, y a une évolution justement dans les pratiques parentales. On passe de l'interdiction à la tolérance pour finalement arriver sur une espèce de perte de contrôle à partir du moment où le jeune devient suffisamment autonome pour pouvoir se débrouiller tout seul. Mais ça permet au moins de pouvoir négocier des compromis, tout simplement, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Mais quand on sait justement ce que fait un jeune avec des technologies numériques, eh bien non seulement on facilite le dialogue, je le répète, mais ça permet aussi de développer des stratégies plus adaptées et ça facilite finalement l'installation de compromis et de pratiques et de règles qui sont absolument nécessaires parce que c'est important aussi que les parents comprennent qu'il y a cette nécessité d'instaurer un cadre tout simplement, un cadre éducatif bien sûr, mais dans lequel on intègre tout ce qui a trait aux technologies numériques. Et alors, on parlait de congruence, c'est souvent une grande question. Moi, j'aime dire que finalement, les enfants nous imitent davantage que ce qu'ils nous écoutent. Et donc, le fait de savoir finalement ce que fait un jeune devant un écran, eh bien, ça permet aux parents, ça permet aux adultes d'adapter des comportements que les jeunes vont reproduire tout simplement. Et donc, la conversation, finalement, de ce que je comprends, renforce le contrôle, pas de manière directe, sévère par la limitation, mais justement à travers le compromis et la décision commune. J'ai entendu une histoire où, dans une discussion, un parent qui demande quelle est la limite de temps que vous aimeriez vous imposer pour les temps d'écran à la maison, et disons une limite de temps par jour. Et les enfants qui disent 30 minutes. Évidemment, le parent qui s'attendait à une discussion très difficile, illimitée, 3 heures, 6 heures, parce que des enfants n'ont pas toujours cette notion du temps. Les 30 minutes, en fait, c'était beaucoup plus facile à instaurer, puisque la proposition venait de l'enfant et qui ne se rend peut-être pas compte des limites des 30 minutes et un jeu est vite passé en 30 minutes. Mais en tout cas, dans cette conversation, c'était beaucoup plus facile. Et s'il faut faire une entorse, à ce moment-là, on en rediscute. Il y a quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que surtout pour des adolescents, je pense des jeunes adultes, il y a un élément qui revient, qui est un petit peu la bête noire, c'est important d'en parler, c'est le cyberharcèlement. Je vous propose de regarder une bande-annonce. La bande-annonce, c'est d'un film qui va sortir, il n'est pas encore sorti, c'est le film TKT, ou dans le jargon des jeunes, T'inquiète, et qui justement traite de tous ces sujets de cyberharcèlement et des rapports entre jeunes adolescents qui vont justement s'envoyer des messages, beaucoup de non-dits, les relations entre adolescents. Voilà, je rappelle que c'est donc un film qui n'est pas encore sorti, TKT, T'inquiète, et si ma mémoire est bonne, il sortira le 9 octobre prochain. Je vous propose de regarder la bande-annonce maintenant. C'est quoi ce truc encore là? C'est ridicule, on dirait une vieille. T'as un souci, ma chérie? T'inquiète, ça va. Je pensais vraiment qu'on était amis, moi, et que t'étais une fille bien d'ailleurs. Mais je suis une fille bien. Je suis audace. Elle me fout la paix, cette connasse. Je suis vraiment désolée, j'ai besoin de toi, papa. Ah, c'est bon, on peut rire, non?
Ça va, t'as bien dormi? Je dépose, ma chérie. Je suis en retard. Non, je suis en retard en plus. Bisous. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Mais pourquoi je l'ai cru? J'ai vu que t'allais pas bien. Je pouvais pas imaginer à quel point. Je suis l'inspectrice Leclerc. Est-ce que vous avez pu rédiger la liste de ses amis? T'as réfléchi? Toujours rien à signaler? Non. Mais vous vous foutez vraiment de ma gueule, tes amis et toi? Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Non! J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu me défends. Laisse tomber. Elle va mourir. Moi, je sais qu'elle va pas mourir. Des fois, j'ai l'impression de la sentir. On aurait dû prendre sa défense. J'aurais dû prendre sa défense. Contre quoi? Ça va passer. T'en fais pas. Voilà donc pour cette bande-annonce TKT, t'inquiète, dans le langage des jeunes. Une vidéo qui montre justement l'histoire d'une fille dont, qui souffre de rapports sociaux. Mais peut-être qu'Aline, vous pouvez résumer un petit peu la vidéo et dans la foulée aussi dire ce que ça vous évoque, et si c'est quelque chose qui est tout à fait tiré par les cheveux ou est-ce que c'est proche de la réalité? Donc effectivement, sans tout dévoiler bien entendu, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est victime de cyberharcèlement suite à une situation en particulier et qui, d'une part, va chercher de l'aide auprès de ses amis les plus proches qui, si je ne me trompe pas, vont la laisser tomber. Et qui, d'autre part, ne va pas oser en parler aux parents. Voilà, donc on voit à la fois la détresse des parents, la détresse de la jeune fille, les jeunes, ses amis qui se remettent en question, etc. Est-ce qu'on aurait dû faire quelque chose? Oui, non. Voilà, je ne spamme pas plus. Mais ça me semble finalement très proche de la réalité, ce qui m'est venu à l'esprit en regardant cette bande-annonce, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été témoin ou proche d'une victime, c'est très très difficile, même avec la plus grande empathie du monde, de vraiment pouvoir se mettre à la place d'une personne qui est victime de cyberharcèlement. Et heureusement, il y a justement ce type de film ou des livres. Là, récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle « Elle a menti pour les ailes », qui est dans la même veine, qui sont forts, qui sont poignants et qui permettent un petit peu de s'imaginer ce que ça peut être que d'être victime de cyberharcèlement. Merci beaucoup pour ce résumé et d'ajouter aussi comme dimension, c'est difficile de se mettre à la place des personnes qui sont victimes de cyberharcèlement. Dans vos métiers, quels sont les... je peux commencer avec Maurice. Comment déceler finalement que quelqu'un est victime de cyberharcèlement? À l'inverse, comment déceler son propre comportement d'harceleur, harceleuse? Comment repérer tout ça? Et même en tant que parent, comment se dire, tiens, mon enfant, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est la crise de la puberté? Est-ce qu'il y a un bulletin avec des mauvais points qu'on me cache? Ou est-ce que ça va plus loin et dans le cas présent, c'est du cyberharcèlement? Je pense qu'il faut d'abord considérer que le harcèlement et son corollaire, le cyberharcèlement, c'est un fait scolaire et que donc aucune école n'y échappe tout simplement et qu'il y a quantité d'écoles qui sont concernées et qu'à un moment ou un autre, c'est un phénomène qui se produira dans une école ou dans une autre. Et c'est un phénomène assez insidieux parce que c'est pas évident à identifier. Et je vais en parler dans quelques minutes, mais le comportement des harceleurs ou des harceleurs n'est pas toujours nécessairement perçu comme tel par les acteurs. Maintenant, pour identifier le harcèlement, je dirais qu'il faut rester attentif au comportement du jeune et en particulier tout ce qui a trait au changement d'habitude, tout simplement. Changement d'habitude en termes d'humeur, déjà, simplement. Sinon, changement d'habitude dans l'utilisation, justement, du numérique. Autant on pourra constater une réduction
parce que justement, ça devient un calvaire en fait de se confronter à son propre écran parce que on est harcelé parfois en permanence. Autant il peut y avoir aussi une augmentation spectaculaire de temps d'écran parce que pour le jeune, ça devient une préoccupation. Il veut savoir ce qui se dit, il veut essayer de maintenir le contrôle sur la chose, il veut parfois même essayer de se constituer des preuves ou d'essayer d'enrayer le phénomène. Après, je vous dirais évidemment que ça peut avoir des conséquences sur le sommeil, sur la qualité du sommeil. On voit des jeunes qui ont du mal à dormir, qui sont pris d'insomnie ou qui développent des cauchemars. Il y aura bien sûr des conséquences au niveau scolaire, autant en termes de performance et de résultats que d'assiduité, tout simplement. Il y en a finalement qui choisissent de ne plus aller à l'école, simplement. Donc il y a un taux d'absentéisme qui augmente parce que c'est une manière d'échapper au harceleur en question. Il y a parfois aussi une coupure qui se fait au niveau social où un jeune va finir par se retrouver isolé ou va refuser finalement d'entretenir et de maintenir des contacts. Donc ça, ce sont des signaux. Je vous dirais qu'on peut aussi observer le comportement du jeune, par exemple, quand il y a une notification. Est-ce que quand il y a une notification, quand il y a un téléphone qui sonne ou qui vibre, eh bien, est-ce que le jeune développe certains signes comme une forme de nervosité ou d'anxiété ou la peur, tout simplement, de pouvoir répondre ou de regarder, de consulter, tout simplement, ou alors les comportements a posteriori, c'est-à-dire qu'après avoir consulté le contenu, eh bien, comment est-ce que se comporte le jeune? Est-ce que là, on voit quelque chose? Il arrive aussi parfois que eh bien, les parents tombent sur des messages ou sur des contenus qui ont cette vocation justement de harceler. Et alors là, dans ce cadre, eh bien, c'est important de réagir. Et la première chose, c'est d'entamer le dialogue. Et puis, bien sûr, de faire une démarche vis-à-vis de l'école. Parce que, bon, vous savez, généralement, dans la dynamique du harcèlement, il y a une sorte de triptyque, si vous voulez, où vous avez bien sûr une ou plusieurs victimes, mais généralement, c'est une victime qui se retrouve assez isolée. Vous avez bien sûr un ou plusieurs harceleurs et vous avez des témoins, c'est-à-dire que dans l'entourage des jeunes concernés, il y en a toujours qui sont au courant. Et d'ailleurs, souvent, l'entourage peut exercer une forme de pression sur le ou les harceleurs en les invitant justement à poursuivre et à maintenir ce harcèlement, ce qui fait que parfois c'est très difficile à vivre aussi pour les harceleurs même qui, pour des questions de statut, de réputation ou de position simplement dans une cour de récréation ou dans une école vont maintenir cette forme de harcèlement. Et donc, c'est pour ça que c'est important, à la fois d'établir un dialogue, de sensibiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui existe. Bon, il y a des dispositifs qui existent, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je pense que c'est intéressant d'instaurer ça dans les écoles. Donc, d'avoir un dialogue, de désigner aussi éventuellement des référents, des personnes de confiance vers lesquelles les victimes ou les potentiels témoins peuvent se tourner parce que c'est souvent salvateur. Parfois, c'est la démarche d'un témoin qui ne supporte plus de voir quelqu'un qui est victime et qui en souffre. Et souvent, il y a une démarche de la part des témoins qui est faite et qui permet justement d'enrayer le phénomène. Je vais ajouter deux choses à ça. Tout de suite, pour rebondir sur ta proposition, il y a un concept qui s'appelle « Chacun son max ». Et c'est d'avoir un référent, un buddy, un adulte vers lequel un jeune, un enfant, adolescent, jeune adulte peut se tourner. Ça peut être un parent, mais ça peut très bien être un enseignant, ça peut être un oncle, un adulte référent vers qui le jeune enfant ou adolescent peut se tourner pour justement poser des questions. Tiens, j'ai vu ça, je suis témoin de ça, je suis moi-même victime de ça, comment est-ce que je réagis? On peut comprendre que les parents ne soient pas nécessairement les mieux placés parce qu'il y a la désapprobation des parents, il y aura des discussions qui seront beaucoup plus difficiles et voilà, on ne peut pas en vouloir aux parents d'être préoccupés pour leurs enfants, mais ils n'ont pas ce recul. Voilà, donc première chose, c'est le concept chacun son max, c'est d'avoir un référent. Deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est un parent qui tombe par inadvertance sur un message. Pour moi, il y a deux types de messages. Soit c'est un message qui témoigne que l'enfant en question est harcelé. Et donc là, évidemment, ouvrir le dialogue. On a parlé de cette conversation parentale et de la confiance à instaurer au préalable déjà entre l'enfant et le parent. Mais il y a aussi
comment réagir en tant que parent quand on voit que c'est un message de harcèlement. Et là, je pense que la conversation parentale est tout aussi importante et le dialogue avec l'école, avec justement toutes les institutions où va l'enfant, finalement, est tout aussi importante. Et donc, il ne faut pas faire l'autruche non plus quand on voit qu'un enfant est harceleur, puisque voilà, d'un côté, il y a la victime, de l'autre côté, il y a le harceleur ou harceleuse. Et donc, en tant que parent, on a aussi ce rôle. Voilà, je tenais quand même à ajouter ça. Et même question à... Ah non, Maurice, enfin, juste un petit complément, parce qu'on parle effectivement des harceleurs. Je voulais simplement rajouter que pour des harceleurs, justement, c'est parfois difficile de prendre conscience de l'impact de leurs actes, parce que justement, l'écran installe une distance. Tout à fait. Et donc c'est évidemment plus facile de critiquer, d'agresser ou de harceler tout simplement, mais en même temps, du fait de la distance, c'est difficile aussi de percevoir les conséquences que ça peut avoir sur la victime. Et donc c'est ça qui fait que c'est un phénomène assez particulier qui est pas toujours évident à déceler. Non, et on se rend compte pendant que Sylvie prend le micro que les rapports sociaux en personne ne sont pas les mêmes que les rapports en ligne. Est-ce qu'on dirait la même chose avec autant de force, de violence parfois, qu'en face à face? Tu es moche, tu es gros, tu es grosse, ça te va pas. Est-ce qu'on dirait ça en face à face? Et donc ça, ce sont des messages qui sont violents. À l'écrit, de toute façon, l'autre... On ne voit pas la réaction en live quand on le dit, quand on l'envoie sur le net, mais il y a en même temps aussi 1000 témoins. Il y a tout Internet qui est témoin de ce message. Je passe la parole à Sylvie. Et c'est passionnant. Oui, tout à fait. Mais Maurice a vraiment bien décrit les divers comportements quand le harcèlement est en cours, a déjà lieu. L'idée, au niveau de l'Office, on est un organisme de prévention. Et la prévention, c'est mettre tout en œuvre pour ne pas que ça arrive. Et faire en sorte, en fait, on ne verra pas le résultat. Et donc, c'est presque un pari sur quelque chose qui est complètement impalpable. Et c'est vrai que au niveau de la prévention, moi ici, il me semble important de parler du fait de transmettre aussi certaines valeurs du vivre ensemble et du fait qu'on est acteur de quelque chose lorsque on écrit, lorsqu'on reçoit des messages, lorsqu'on poste des choses, lorsqu'on commente. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, mais quelle est ton action, là, puisqu'on est acteur? Quel est l'impact que cela peut avoir, les conséquences que ça peut avoir, que ce soit sur soi-même? On disait tout à l'heure, quelle photo, poster une photo de moi de telle ou telle manière, quel impact est-ce que ça peut avoir, quelles conséquences sur ma vie? Et c'est la même chose avec les écrits. Donc ça, c'est vraiment important dans les discussions de parole. C'est ça qui est intéressant en fait, et c'est de nouveau l'écran partagé, les discussions autour de ça, c'est de faire émerger les valeurs qu'on veut transmettre aussi à nos jeunes. Et on ne peut pas enlever, quand on parle de cyberharcèlement, et quand c'est souvent dans les cours de récré, dans un environnement scolaire, on ne peut pas évidemment ne pas intégrer le corps professoral à ce niveau-là, puisque ça fait partie de leur quotidien. Et donc, en général, ça mange l'enfant. Le fait d'être agressé, c'est une agression, alors elle peut être tout à fait, effectivement, pas en face-to-face, mais elle mange tellement l'enfant que tous les comportements décrits par Maurice peuvent arriver jusqu'au point où on peut avoir des cas extrêmement dramatiques d'automutilation, d'essais de suicide, etc. Donc, c'est pas du tout anodin. On ne peut pas rester indifférent face à ça. Et moi, je trouverais ça vraiment génial qu'il y ait dans les programmes scolaires des discussions par rapport à ça. Parce qu'on fait comme si, en fait, c'est un outil comme un autre. Mais ce n'est pas une pelle, le téléphone. Ce n'est pas un outil comme un autre. C'est un outil qui a un impact sur tous les domaines de la vie. Et donc, ça devrait être mais vraiment presque évident que l'école, en plus de la famille, évidemment, ça ne se substitue pas, c'est complémentaire, puisse en discuter. Alors, via la promotion de la santé à l'école, mais les moyens ne sont pas nécessairement là non plus, via des organismes de référence, des partenariats ou des personnes ressources qui peuvent être faits. Mais je pense qu'il y a encore des écoles qui n'en parlent pas du tout en termes de prévention. Donc, il ne faut pas attendre un cas, parce que là, il est trop tard et toute vie, c'est complètement dramatique. Donc, je pense que c'est aussi important
de pouvoir de manière préventive en discuter et transmettre des valeurs de civilité, de sociabilité, d'empathie, etc., qui font qu'on pourrait se préserver de ces phénomènes de vouloir parfois être un king dans un groupe. Le groupe est très très fort. Et de nouveau, j'en terminerai avec ça, du fait que la preuve en est que même si c'est via des écrans et que c'est pas en face-to-face, c'est une réalité. Pour les jeunes, ceux qui les vivent, ce n'est pas de la fiction, et je le rappelle bien. Oui, et tout ce qui se passe en ligne a des répercussions sur la vie réelle. Il y a quelqu'un qui va lire ce message et qui sera personnellement affecté. Tout à fait, j'aime beaucoup la dimension sensibilisation des écoles, en parler autant qu'on puisse. Maintenant, question pour Aline, tu travailles beaucoup avec des parents, avec des jeunes aussi. Que peut faire un parent justement pour prévenir le cyberharcèlement ou de devenir victime de cyberharcèlement? Comment justement instaurer ce climat de confiance enfant-parent? De nouveau, toujours la même chose. Le dialogue. Il faut, je pense que c'est vraiment nécessaire que le parent répète à son enfant qu'il l'aime et qu'il sera là pour lui, quoi qu'il arrive, peu importe la situation. C'est hyper dur pour un enfant, on va dire un jeune ado qui a envoyé une photo de lui un petit peu dénudée, sexualisée, etc. à une autre personne, et puis qu'ensuite cette photo, elle a été diffusée sans son consentement, et c'est l'origine du début d'un cyberharcèlement, par exemple. C'est hyper difficile pour le jeune d'aller dire ça à ses parents. Donc, donc c'est essentiel que le parent et que l'enfant le comprenne vraiment. C'est que peu importe la connerie que je fais, je peux compter sur mon parent va pouvoir m'aider à sortir de là. Et c'est là aussi qu'un de vous deux a parlé ou c'est peut-être toi, de référent. Ça ne doit pas nécessairement être un parent, ça peut aussi être un autre adulte de confiance, un enseignant, mais souvent les enseignants ne sont pas formés pour accompagner un enfant victime de cyberharcèlement. Mais en tout cas, une première personne à qui l'enfant peut aller se confier. Le parent, forcément, quand son enfant est touché, il est touché aussi. Donc parfois, il peut avoir des réactions qui sont soit tétanisées, soit vraiment dans l'action et qui vont être complètement à côté de la plaque. Donc aux parents aussi d'être capables de prendre le recul nécessaire avant d'agir. Pour pouvoir rejoindre son enfant dans ce qu'il vit finalement de la manière la plus saine et sereine possible. Et une fois que ça s'est fait, c'est de lui dire, ensemble, on va trouver des solutions. Et puis ensuite, il y a les premières étapes à faire. C'est déjà éviter de continuer à dialoguer avec les personnes qui cyberharcèlent, prendre des captures d'écran. Voilà, les captures d'écran, c'est indispensable pour garder des preuves au cas où ça doit aller plus loin, en justice notamment, ou alors à l'école. On peut faire des signalements aussi sur les réseaux sociaux, on peut bloquer la personne. Et puis voilà, si c'est nécessaire, allez en parler à la direction. Si la direction était formée à ça, c'est encore mieux. Pour qu'il y ait des mesures disciplinaires qui puissent être prises, ou alors, dans les cas les plus extrêmes, c'est la police, porter plainte. Ce que je trouve difficile avec le cyberharcèlement, c'est que le cyberharcèlement, ça répond à une définition, mais que finalement, le ressenti de l'enfant, il est différent d'un enfant à l'autre. Et donc, j'ai plein d'enfants qui me disent « j'ai été victime de cyberharcèlement », mais ça ne correspond pas à la définition du cyberharcèlement. Alors du coup, parce que c'est pas dans la durée, c'est pas dans le... En fait, c'est plus une attaque ou une dispute virulente. Ça peut être super virulent, mais voilà, ça ne correspond pas à la définition. Et donc, c'est difficile aussi à ce niveau-là de voir comment agir. Mais en tout cas, répéter à son enfant « je suis là pour toi, je t'aime, quoi qu'il arrive », et les captures d'écran, pour moi, c'est la base. Et alors, bien entendu, les paramètres. Aider l'enfant à paramétrer tout son téléphone en prévention, en plus du dialogue. On se répète. Et l'éducation aussi à un usage des médias, que l'enfant ne fasse pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux non plus. Ça peut... Je prends un exemple innocent, mais c'est de prendre une photo de son repas matin, midi et soir. Ça reste un repas. Ça, sans mauvais jeu de mots, ça ne mange pas de pain. Et
tant mieux, tant pis, ce qu'en pensent les autres, ça reste un repas. Par contre, comprendre les implications des photos de vacances. On est en Espagne, à la plage. Vous voyez un petit peu le genre de photos qui peuvent commencer à être prises. On met ça sur les réseaux sociaux. Alors, soit pour moi, mais il y a quelqu'un d'autre sur la photo qui voulait peut-être pas être prise en photo, etc. Et donc, ça peut donner des situations soit gênantes qu'il va falloir expliquer, qui circulent, qui sont peut-être interprétées hors contexte, où j'ai mis un message qui a été mal interprété, etc. Et donc, ça, c'est aussi la difficulté, je pense, c'est que, et Sylvie, tu l'as dit et répété, j'aime beaucoup que le numérique reste réel, mais il n'est pas physiquement tangible, mais il reste réel. Et il a des implications réelles dans la vie des jeunes, des adultes. Ça laisse des traces, et donc c'est important de bien s'en saisir. Sylvie, justement, est-ce qu'il existe des outils pour, justement, apprendre à se sensibiliser pour les écoles, pour les parents, pour comprendre, justement, les signaux précurseurs de cyberharcèlement? Est-ce qu'il existe des outils, justement, une fois le cyberharcèlement fait, comment, justement, casser cette spirale négative? Et même question pour les deux autres intervenants, d'ailleurs, si vous souhaitez compléter. Oui, qui répondront mieux que moi, parce que je ne connais pas des outils de manière bien spécifique. Je sais par ailleurs que vraiment, l'éducation aux médias existe. Il y a des formations pour des professionnels de première ligne. Quand je dis professionnels de première ligne, c'est vraiment des personnes qui travaillent avec les enfants, les adolescents, que ce soit en institution, mais que ce soit aussi dans l'accueil temps libre, donc avant, après l'école, les stages, les centres de vacances, etc. Donc les animateurs, les éducateurs ont accès vraiment à beaucoup d'outils par rapport à ça. Il y a des listes assez conséquente. Ça, c'est vraiment en termes d'éducation et de prévention. On n'est pas, c'est pas quand il y a un souci, et là où parfois il faut vraiment aller consulter, et c'est important de le faire. Maurice ne dira pas le contraire. Mais donc, en termes d'outils, alors au niveau par exemple de l'Office, on a une simple brochure sur les écrans qui nous rappelle qu'est-ce qu'il en est des écrans tous azimuts, avec des tout petits ou même avec les plus grands. Et au niveau du timing aussi, il y a parfois des espèces, il y a des parents qui n'ont qu'une idée de comment faire, etc. Ça donne des petites réflexions, des conseils. C'est téléchargeable sur le site de l'ONE, donc one.be, très facilement. Gratuitement, j'insiste aussi que l'ONE met justement tous ces outils gratuitement à disposition, tant pour les enseignants que des aidants numériques, des médiateurs numériques qui travaillent justement dans toute cette dimension digitale ou numérique, mais aussi à destination des parents. Voilà, important de souligner que c'est gratuit et accessible à tout le monde. Version PDF ou donc sur ordinateur ou papier, ça arrive dans la boîte postale. Voilà, d'autres outils que vous souhaitez partager, Maurice et Aline? Oui, au-delà de toute la littérature et des supports qui existent, moi, à titre personnel, je propose déjà depuis 4 ans maintenant, un peu plus, 5 ans maintenant, des ateliers. Alors, j'ai des ateliers de prévention que je viens dispenser dans les écoles et principalement, d'ailleurs, c'est toujours ce que je suggère aux directions, dans les écoles de première année du secondaire, généralement, parce que c'est un peu à cet âge-là, à ce stade-là, que 99% des jeunes sont équipés d'un smartphone. Et donc, l'idée, c'est un atelier qui, en fait, ne dit pas son nom. L'idée, en fait, c'est de sensibiliser les jeunes sur la notion de respect, mais avec une petite expérience sociale que je leur fais vivre à l'échelle d'une classe, avec justement l'objectif d'aboutir sur ces notions-là, sur ces notions de harcèlement, et notamment, justement, de cyberharcèlement. Donc, c'est un petit atelier pratique qui fonctionne assez bien. Sinon, quand il y a un problème qui est révélé, là aussi j'interviens et j'instaure ce que j'appelle des bulles de dialogue. Donc en soi, ça permet de faire participer, je dirais, les 3 intervenants de mon triptyque au niveau du harcèlement, donc à savoir là où les victimes, bien entendu, les harceleurs, mais aussi les témoins. Et ça permet simplement, par une démarche où on libère la parole et où chacun peut s'exprimer sur ce qu'il a vécu et finalement sur ce qu'il a
identifié et retenu d'une situation de harcèlement. Déjà, c'est riche en informations et ça permet d'aborder le problème de manière très concrète et d'accompagner des jeunes à trouver eux-mêmes, par eux-mêmes, des solutions, notamment en impliquant les enseignants et en partageant les expériences. Et donc là aussi, je le fais à travers des mises en scène et c'est souvent assez particulier. Vous savez, quand vous demandez simplement à des jeunes de mimer une scène sans nécessairement s'exprimer verbalement, eh bien, ça leur permet justement de traduire un peu toutes les émotions qu'ils ont ressenties en fonction des rôles qui sont attribués. Et puis alors, et ça c'est toujours la phase la plus poignante, toujours des témoignages, mais qui permettent une véritable sensibilisation et vraiment de marquer les esprits. C'est une matinée, mais c'est assez efficace et je le fais à la demande des écoles. J'essaie de le généraliser au niveau de la fédération parce que moi je voyage vraiment dans tout l'espace francophone en Belgique. Bon, j'espère que maintenant avec une nouvelle ministre de l'éducation qui est en place, eh bien qu'on va pouvoir généraliser cette démarche. À propos des ateliers, s'il y a des luxembourgeois dans l'audience, c'est également le type d'atelier que je propose dans les écoles. Chez les plus jeunes, fin du cycle 4, donc c'est fin de la primaire. Et comme toi, en fait, c'est plus les notions de respect, de consentement, etc. qui vont être mis en avant pour éviter d'arriver déjà dans la partie cyberharcèlement, quoi. Et sinon, je voulais aussi toujours rappeler aux parents qu'il y a des numéros de téléphone derrière lesquels il y a des personnes compétentes qu'on peut joindre. Il y a le 103 en Belgique, il y a aussi Child Focus qui est un numéro. Et des pages internet, ils ont également des pages internet avec pas mal d'informations. C'est toujours un bon premier pas aussi quand c'est un petit peu démuni. Qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je voulais rajouter une dernière chose par rapport à ce cyberharcèlement, c'est ne jamais minimiser la souffrance de son enfant. Et se dire aussi que le cyberharcèlement ne va pas rendre son enfant plus fort, au contraire, ça va juste le détruire. Et c'est voilà, 2 éléments qui sont importants de prendre en compte. Merci beaucoup pour ces outils. Effectivement, j'allais aussi y arriver pour compléter. Il y a des numéros SOS Suicide. Si un jeune se pose des questions, si en tant que parent, vous ne savez pas très bien comment aborder la situation, il y a le numéro gratuit de Child Focus qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est important de le souligner. Il y a des chats, donc des espaces où ils ne doivent pas nécessairement appeler. Je comprends aussi que le téléphone aujourd'hui est moins populaire et que donc passer par message interposé est peut-être plus facile. Pour mettre des mots, prendre le temps de réfléchir comment poser les choses, et des ateliers évidemment aussi pour être sensibilisé tant en tant qu'éducateur, enseignant ou autre, que en tant que parent, grand-parent. Dernière chose, avant de clôturer, je serais intéressé que chacun vous citiez quand même quelques aspects positifs de la connectivité dans un contexte familial, de retour à l'école. Est-ce que tout est mauvais? Est-ce qu'il y a un petit peu de bon à prendre? Dans quelles conditions est-ce qu'il vaut mieux le faire? Voilà. Donc, chacun à tour de rôle, aspect positif de la connectivité. Je vais commencer par Maurice. Oui, bien écoutez, il faut quand même préciser que le numérique, c'est quand même une formidable source d'informations. C'est une gigantesque bibliothèque dont on ne connaît même pas les frontières. Donc c'est quelque part un accès qui est extrêmement facile, un accès à l'information qui est extrêmement facile et finalement très peu onéreux. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose à souligner. Évidemment, ça nécessite de développer certaines compétences, notamment le fait de pouvoir apprécier les contenus que l'on consulte et donc d'avoir un regard suffisamment critique et donc
évidemment, là, je ne vais pas me priver de rappeler la mission éducative qui incombe à chacun des acteurs, l'école bien sûr, les parents, et puis moi j'aime dire que si l'éducation c'est une obligation parentale, c'est aussi une responsabilité de la société tout entière, donc c'est important que les adultes prennent conscience de ces notions. Je vous dirais aussi évidemment que ce que je trouve positif, c'est cette possibilité justement de pouvoir développer des collaborations qui sont quasi sans frontières. C'est une formidable aussi opportunité de développer un apprentissage autonome, sans nécessairement devoir s'accommoder de contraintes en termes de temps, puisque c'est accessible n'importe où, n'importe quand, et aujourd'hui quasi n'importe comment. Donc ça aussi, je trouve que c'est un aspect intéressant. Et pour ne pas prendre trop de temps, je dirais aussi que c'est important d'apprendre à développer des compétences et une culture du numérique justement pour préparer le futur. Donc apprendre à développer de bonnes pratiques, apprendre à utiliser les outils numériques, donc les outils matériels évidemment, mais aussi les outils virtuels. Je pense par exemple à des notions de codage qui peuvent avoir un intérêt. C'est pas nécessairement obligatoire évidemment, parce que je sais que parfois on parle d'intégrer ça dans les programmes scolaires. D'ailleurs, il faudra me dire où, parce qu'ils sont quand même déjà assez chargés. Non, c'est pas une nécessité absolue, mais je trouve que c'est intéressant d'être familiarisé justement avec le fonctionnement et finalement tout ce qu'il y a derrière ces petits appareils. Donc développer les compétences numériques, je pense que dans le monde actuel et dans le monde de demain, c'est quelque chose à ne certainement pas négliger, et des aspects positifs, il y en a heureusement bien plus que des aspects négatifs, même si les aspects négatifs sont très présents et très prégnants. Mais encore une fois, et je terminerai avec ça, ce qui est important, c'est vraiment d'intégrer la notion d'éducation aux nouvelles technologies dans un cadre éducatif général. Alors, je ne vais pas du tout répéter ce que Maurice raconte, parce que voilà, c'est développement de l'imaginaire, des sources d'informations, des connaissances diverses et rapidement, etc. Donc ça, c'est clairement positif. On n'est pas là du tout pour diaboliser, bien au contraire. Et il y a des recherches, donc je rajoute quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des recherches maintenant, surtout aux États-Unis, qui montre que les gamers, en fait, vous voyez, ceux qui jouent beaucoup trop aux jeux vidéo, ont développé en fait une concentration beaucoup plus importante que les non-gamers. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas de devenir gamer, on est bien d'accord, mais ça signifie qu'il y a maintenant certaines institutions qui, par rapport aux troubles de la concentration des enfants, les exercent en fait aux jeux vidéo. Et comme toute, j'ai envie de dire, médication, entre guillemets, c'est dosé. Et on remarque chez ces enfants qui avaient des troubles de concentration vraiment une amélioration nette et effective, et donc ils peuvent réintégrer parfois des classes et être inclus dans des classes tout à fait normalisées sans déranger ou sans eux-mêmes être dérangés par quoi que ce soit. Et donc je pense que c'est vraiment aussi intéressant que les recherches sont en cours, mais que comme pour tout, et pas que pour les écrans, et ça c'est important aussi de toujours bien le rappeler, comme pour tout, le dosage, le contenu, l'esprit critique, le dialogue et le fait de ne pas surconsommer, mais de nouveau pour n'importe quoi, ça va aider en fait à la non-diabolisation de la chose et à la positivité qu'on peut y mettre derrière, et que ce soit quelque chose en fait qui apporte plus que ça ne détruit. Voilà, je crois qu'un mot-clé, c'est l'équilibre. Hein. C'est ce que tu viens de dire finalement. L'équilibre dans les usages, c'est le recul critique par rapport à ce qu'on consomme. C'est ne pas oublier que toutes ces... là, je parle des réseaux sociaux en particulier, mais ce sont des outils qui vont permettre aussi une grande connexion. Ça se dit, un grand lien entre les jeunes et à l'adolescence, c'est hyper important pour eux. Donc ça va être d'un côté génial, d'un autre côté, de nouveau, il y a ce côté équilibre à garder.
Et pour revenir au tout début de cette conférence, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que limiter les téléphones dans la cour de récréation, etc., est une bonne chose parce que c'est là que le présentiel prend le dessus sur ce lien qui continue en fait par la suite à la maison, etc., à être présent. Mais donc oui, équilibre. Équilibre. C'est un beau mot de la fin, justement, c'est de trouver un équilibre sain dans les rapports personnels qu'on a avec le numérique. Un bon équilibre aussi entre un équilibre dans nos usages personnels, équilibre justement sur le temps d'écran, quels usages à fin récréative, des usages à fin éducatif. Voilà, donc il y a partout, pour reprendre le mot équilibre, un fin dosage à faire. Comme nous arrivons par souci d'équilibre de temps à la fin de cette webconférence, et je vous remercie beaucoup ceux et celles qui nous regardent. Je vous invite à poser des questions. Je ne vais pas pouvoir en prendre 1000, mais je serais intéressé de lire quelques questions s'il y en a dans le chat. Donc allez-y à vos plumes ou à vos claviers plutôt pour les poser. Je les poserai à ce moment-là à nos intervenants ici. Je meuble un instant le temps que vous réfléchissiez à vos questions et le temps que vous puissiez les écrire, parce que je sais que ça peut prendre du temps à bien la formuler. Je rappelle pour tout le monde que cette webconférence est bien enregistrée et sera disponible en rediffusion, que c'est une webconférence pour laquelle je remercie beaucoup nos intervenants d'être venus, de s'être libérés, de venir partager leur expertise justement avec nous, avec vous qui nous regardez, et j'espère aussi que ça vous aura aidé et que vous en sortirez grandi avec quelques outils et quelques pistes d'action pour chez vous à la maison. Alors, je prends le chat et je ne vois pas de questions dans l'immédiat comme ça qui nous arrivent. Ah voilà, ici une question de Denali. Quelles précautions supplémentaires pour des enfants neuroatypiques ? Voilà, est-ce que pour les enfants neuroatypiques, il y a une protection supplémentaire qu'on pourrait justement mettre en place ? Est-ce que pour ça, et j'attends qu'il déroule son micro pour prendre la parole. Vas-y. Bien, bon, peut-être pour donner un mot d'explication, ce qu'on appelle des enfants neuroatypiques, ce sont des enfants qui rencontrent des différents troubles, généralement des troubles neurologiques ou alors des spectres autistiques. Donc, je pense notamment à des enfants on en a parlé, qui développent des troubles de l'attention, des troubles d'hyperactivité. Il n'y a pas nécessairement de précautions particulières à préconiser parce qu'évidemment, ces situations n'ont pas nécessairement de cadre figé. Ça dépend évidemment d'un enfant à l'autre. Quand je pense aux autistes en particulièrement, justement, et pour simplifier un peu, pour répondre à la question, généralement, ce qui caractérise un enfant autiste, c'est la difficulté à rentrer en communication avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc, dans certains cas, il y a un rapport particulier qui s'établit avec l'écran et notamment la vidéo. Alors, je dirais simplement que s'il fallait prendre des précautions particulières, là aussi, c'est d'agir finalement comme tous les autres enfants et de prévoir à la fois un cadre, des balises et bien sûr des limites parce qu'ils sont soumis aux mêmes conséquences négatives, au même titre que d'autres enfants. Après, ce qu'a dit Sylvie, effectivement, c'est très intéressant. Le fait d'intégrer le gaming dans l'apprentissage notamment. Et aujourd'hui, parce que c'est notamment quelque chose pour lequel je milite aussi, c'est encore difficile aujourd'hui à comprendre. Je pense qu'il y a un virage en fait que l'école n'a pas encore pris. C'est justement la prise en considération de ces notions d'attention. Et d'ailleurs, je fais le lien tout de suite parce que les problèmes d'attention, c'est quelque chose qui
prend aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur que par le passé au sein des écoles. Et moi, j'aime faire un lien très simple, c'est que finalement, vous savez, l'apprentissage, ça nécessite deux choses. Ça nécessite de l'attention et du temps. Et aujourd'hui, on vit justement dans un monde où l'attention, c'est devenu un business carrément. Dans certains cas, on parle même de l'économie de l'attention. Et j'ai l'impression que tout le monde a compris ça, sauf l'école, qui aujourd'hui, quelque part, a beaucoup de difficultés à capter l'attention des premiers concernés, donc à savoir les élèves et les étudiants qui s'y rendent chaque jour. Et donc, le fait d'intégrer le gaming ou les technologies numériques, ça fait simplement le lien avec le fait que l'apprentissage, ça se fait essentiellement, pour ne pas dire de manière absolue, à travers le plaisir. Ça ne doit jamais être une contrainte. Et donc, on est toujours surpris, et des parents en premier d'ailleurs, de voir que des enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles d'attention parviennent à rester concentrés sur un jeu vidéo 2 heures d'affilée sans jamais décoller de l'écran. Et donc là, il y a un lien évident avec cette notion de plaisir et bien sûr, tous les aspects positifs que peuvent apporter les jeux vidéo. On parlait tout à l'heure de compétences. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux vidéo qui nécessitent finalement de développer des compétences en résolution de problèmes, résolution d'énigmes. Je pourrais aussi vous parler de réflexes qui sont importants à développer, de certains principes de raisonnement qui reposent souvent sur des principes logiques. Donc non, il n'y a pas de précautions particulières à prendre pour des enfants neuroatypiques, hormis tout ce qu'on a déjà évoqué. Et si vraiment il y a des particularités, parce qu'évidemment, chaque enfant a ses propres particularités, eh bien, il ne faut pas hésiter à s'adresser à un spécialiste, un expert, moi, parce que je suis présent ici, mais à tous ceux, évidemment, qui existent à travers le pays et qui sont extrêmement compétents. Merci beaucoup pour cette réponse. C'était une question assez technique et je suis heureux que tu étais là pour répondre. Je jongle entre la télécommande et le téléphone sur lequel je lis les questions. Alors, il y a plusieurs commentaires. Je crois que ça fait écho à ce qu'on avait déjà dit pendant la conférence. C'est qu'un adulte est exemplaire et il faut aussi faire comprendre, c'est un des messages que je vois ici, faire comprendre à d'autres adultes qu'ils ont aussi un rôle d'exemplarité vis-à-vis des enfants. Même si eux ne sont pas les parents des enfants en question, leurs actions seront aussi imitées par les enfants. Et donc, quand on est ensemble entre adultes, je crois que c'est important de sensibiliser les adultes à ça et d'avoir une discussion ouverte entre adultes, une discussion en personne, bienveillante évidemment, quitte à en discuter et de trouver des compromis de la même manière que dans une conversation parentale, on est une conversation d'adultes. Et alors, je prends une dernière question et à laquelle je pense tout le monde pourrait répondre, mais instinctivement, je me tourne peut-être vers Aline. Le gaming, on en a parlé, a des vertus, donc ça peut aider dans certains cas pour la concentration, mais 1 heure ou 1h30, ça peut parfois être vécu comme étant trop court. Du coup, comment garder cette heure ou cette heure 30 comme étant quelque chose de fixe dont on ne démord pas, alors que peut-être qu'il faut, comme pour un film, on ne s'arrête pas après 1 heure de film alors que le film dure 1h30 ou après 1h30 alors que le film dure 2 heures, à titre d'exemple. Quel conseil donnerais-tu ? Si tu en as, et si tu n'en as pas, je me tourne évidemment vers les autres experts. Je vais revenir sur mon concept d'équilibre. Puisque jouer 1h30 à un jeu vidéo, pourquoi pas ? Si finalement c'est une fois de temps en temps, pas tous les jours, 3 fois d'affilée, et que ça reste équilibré par rapport aux autres activités de l'enfant. Le gaming peut être une passion, et je trouve ça... il y a comme tu disais, il y a des jeux qui sont sains, il y a des jeux qui sont intéressants, beaucoup même. Et donc oui, pourquoi pas 1h30 finalement, c'est pas non plus toute la nuit.
Et alors, je voulais rebondir avec encore autre chose sur cette... mais je sais plus. Voilà. Oui, donc, de nouveau, l'équilibre. Voilà. Si c'est parmi d'autres activités, c'est pas problématique, me semble-t-il. Oui, moi, ce que je voulais Un ajouter... mot de la fin. Oui. Oui. Ah, Non, vas-y. Non, vas-y. Maurice, hein. Chacun son mot de la fin. Ok, mais dans tous les cas, c'est 1h30, 1h, 2h. Le temps passionné que l'enfant va y mettre ou l'adolescent va y mettre est toujours trop court. C'est la même chose lorsque vous avez un tout petit qui vous dit « c'est déjà fini l'histoire ?» Le rituel du coucher, d'accord ? Il va vous faire ça. On connaît, oui. Voilà. Oui. Et c'est trop court. Et donc, l'idée, c'est la même chose quand on a des tout petits ou des plus grands. On avait négocié avant un timing. Le temps, tu le vois, il s'est écoulé. Ouais, c'est trop court. On est d'accord. Hein, ça peut paraître extrêmement court quand on est à fond dans quelque chose, pour n'importe qui d'entre nous. Mais c'est vraiment la fin. Alors parfois, il y a des parents qui trouvent des chouettes petits subterfuges et qui sont intéressants, tout comme la comptine du soir. Allez, encore 2 minutes. Allez, encore 5 minutes. Ou bien... on va, je te laisse encore les 10 dernières minutes, et c'est presque un rituel, c'est presque une habitude. Ça peut faire partie de la règle familiale, de ce qu'on a mis ensemble comme limite. Mais dans tous les cas, être d'accord avec son enfant et partager en fait sa déception, ma foi, il se sent pas tout seul, il se sent compris dans le fait qu'effectivement c'est trop court, plutôt que de lui dire « mais avec toi c'est toujours trop court », oui, mais pour nous aussi en fait c'est trop court parfois un moment de bon temps. Et je crois que le fait d'être ensemble et de le dire, on est un peu sur le même pied, c'est important. Merci beaucoup. Voilà, moi je voulais simplement rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je crois que c'est important de comprendre aussi que derrière les technologies numériques, il y a des enjeux économiques et financiers très difficiles à imaginer, tout simplement. Donc il y a la nécessité aussi de développer, je dirais, des habitudes de consommation conscientes et éclairées. Et donc si jamais, parce que c'est assez fréquent, il y a justement des applications et des jeux qui ont cette vocation à maintenir le joueur devant son écran, parce que justement ça rentre dans un schéma commercial finalement. Donc les habitudes de consommation sont aussi à intégrer dans ces notions éducatives au numérique dont je parlais plus tôt. Effectivement, un livre, il y a une fin, l'histoire elle a une fin, un fil d'actualité sur Facebook est infini, c'est le scroll infini, c'est connu effectivement, et donc on n'a effectivement pas eu le temps de parler de sobriété numérique, de consommation numérique, consommation responsable, ça a été abordé de manière indirecte. On aurait pu discuter pendant encore des heures, et on avait déjà discuté pendant longtemps en amont de cette webconférence. C'était très enrichissant, je tiens à vous remercier tous les trois, Aline Durieux, Sylvie Anzalone et Maurice Johnson pour votre participation. C'était super enrichissant. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes restés avec nous malgré quelques couacs techniques au début qu'on mentionne rapidement maintenant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour les échanges dans le chat. Qu'on lira évidemment. Ceci sera en rediffusion sur les plateformes. Il y aura un replay et je vous remercie beaucoup et vous souhaite encore une très belle journée. Au revoir.